L'appel est tombé à 6h47 un mardi matin. J'étais déjà réveillé, savourant ma deuxième tasse de café tout en regardant la neige tomber devant la fenêtre de ma cuisine à Toronto. Le numéro sur mon téléphone affichait le nom de mon frère, Glenn. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 semaines, pas depuis notre dernière visite tendue à la maison de retraite de maman. Douglas, sa voix avait cette fausse solennité qui m'a immédiatement mis sur les nerfs. J'ai des nouvelles difficiles. Maman est décédée la nuit dernière, paisiblement dans son sommeil. J'ai posé ma tasse de café, mes mains soudainement tremblantes. Quoi? Quand? Ai-je demandé. J'avais justement prévu de lui rendre visite aujourd'hui. Les funérailles ont lieu vendredi, a-t-il poursuivi en me coupant la parole. Son ton a changé, devenant presque bureaucratique. J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. Oh, et Douglas, concernant la succession de maman, le testament est très clair. Tout me revient, la maison, le chalet à Muskoka, ses investissements, tout. Tu n'as rien. Ne pense même pas à le contester. Puis il a raccroché. Je suis resté là, dans ma cuisine, à fixer le téléphone avec incrédulité. Ma mère morte, juste comme ça. Et la première priorité de Glenn était de m'informer que je n'obtiendrais rien. Pas de « je suis désolé », pas de « elle est partie en paix », mais une menace de ne pas contester le testament. Quelque chose n'allait vraiment pas laisser moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Douglas Harrison. J'ai 64 ans, je suis un ingénieur civil à la retraite qui a passé 40 ans à concevoir des infrastructures à travers l'Ontario. Ma femme, Catherine, est décédée il y a 3 ans d'un cancer. Nous avons eu une fille, Emma, qui a maintenant 28 ans et travaille comme biologiste marine à Vancouver. Après le décès de Catherine, je me suis investi dans le bénévolat et je suis resté proche de maman. Elle avait été mon pilier à travers le deuil. Mon frère Glenn a 4 ans de moins, 58 ans. Nous avons grandi assez proches, jouant au hockey dans l'allée de notre vieille maison à North York. Mais à l'âge adulte, nous nous sommes éloignés. Glenn est devenu agent immobilier, s'est marié avec Patricia, a eu 2 enfants. En surface, tout semblait aller bien, mais j'avais remarqué des choses au fil des ans. Glenn était toujours à la recherche de la prochaine grosse affaire, étant toujours à la limite financièrement. Son entreprise a connu des passages à vide. Il y avait des conversations à voix basse lors des dîners de famille sur des investissements qui avaient mal tourné, sur Patricia faisant des doubles gardes en tant qu'infirmière pour les maintenir à flot. Notre mère, Hélène Harrison, avait 85 ans et avait eu l'esprit vif toute sa vie. Ancienne institutrice à la retraite, elle pouvait encore réciter de la poésie de mémoire et battre n'importe qui au Scrabble. Elle vivait de manière indépendante dans sa maison de Richmond jusqu'à il y a environ 9 mois, quand Glenn l'a convaincue qu'elle avait besoin d'une aide supplémentaire. Il a suggéré de devenir son mandataire, juste pour gérer les factures et les rendez-vous médicaux. Maman hésitait, mais Glenn était persuasif. C'était son petit dernier, après tout. C'est là que tout a changé. Quelques semaines après que Glenn ait obtenu la procuration, maman a soudainement reçu un diagnostic de démence sévère. Glenn l'a installée dans une maison de retraite, le Maple Grove Care Center, disant qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Quand je lui ai rendu visite, j'ai été choqué. Ma mère, autrefois si vibrante et pleine d'esprit, était assise sur une chaise, le regard vide. Elle ne me reconnaissait pas. Elle parlait à peine. Quand elle le faisait, c'était de façon confuse et fragmentée. Est-ce vraiment possible, avais-je demandé à son médecin, le docteur James Whitmore. Elle allait bien il y a 2 mois. La démence peut progresser très rapidement dans certains cas, a-t-il dit avec assurance. Le déclin cognitif chez les patients de son âge peut être assez soudain, mais cela ne me semblait pas juste. Je rendais visite à maman 3 fois par semaine malgré tout. Même quand elle ne savait pas qui j'étais, je lui tenais la main, je lui parlais d'Emma, des projets sur lesquels je travaillais en tant que bénévole. Glenn venait aussi, mais moins fréquemment. Quand il le faisait, il semblait toujours pressé, consultant sans cesse sa montre. Maintenant, debout dans ma cuisine avec les mots de Glenn résonnant encore dans mes oreilles, je réalisais ce que j'avais été trop aveugle pour voir. Ce n'était pas le deuil qui parlait. C'était la cupidité. J'ai immédiatement appelé le Maple Grove Care Center. Je vous appelle au sujet de ma mère, Hélène Harrison, ai-je dit quand quelqu'un a fini par répondre. Je viens d'apprendre qu'elle est décédée la nuit dernière. Il y a eu un silence. Je suis désolé, monsieur Harrison, mais je n'ai aucune trace de cela.
laissez-moi vérifier sa chambre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est revenue en ligne. Monsieur, votre mère va bien. Elle est en train de prendre son petit déjeuner en ce moment. Y a-t-il une confusion? Je me suis assis lourdement. Pouvez-vous me rendre un service? Ne dites à personne que j'ai appelé, surtout pas à mon frère. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de ma fille. Emma a répondu à la 3e sonnerie, l'air inquiète. Papa, il est à peine 7 heures du matin là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton oncle vient de me dire que grand-mère est morte, mais ce n'est pas le cas. Elle est vivante. Emma, je pense que Glenn essaie de voler sa succession. Il y a eu un silence, puis, papa, c'est de la maltraitance envers les personnes âgées. C'est de la fraude. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je dois tirer ça au clair rapidement. Il a dit que les funérailles sont vendredi. C'est dans 3 jours. Après avoir parlé à Emma, j'ai passé la matinée à passer des appels. D'abord, j'ai contacté un avocat avec qui j'avais déjà travaillé sur un litige de contrat de construction, Robert Chen. J'ai expliqué la situation. Douglas, c'est grave, a dit Robert. Si ton frère a une procuration et qu'il déforme l'état de santé de ta mère ou détourne ses actifs, on parle de poursuite pénale. Mais tu as besoin de preuves. Des preuves solides. Ensuite, j'ai engagé une enquêtrice privée, Sarah Mitchell. Elle est venue chez moi cet après-midi-là, une femme vive d'une 40aine d'années avec des mèches grises dans ses cheveux foncés. Depuis combien de temps votre frère a-t-il la procuration, a-t-elle demandé en prenant des notes. 9 mois, juste après que maman ait supposément développé une démence, et avant cela, votre mère était tout à fait compétente? Entièrement. Elle faisait du bénévolat à la bibliothèque, jouait au bridge 2 fois par semaine. Puis, soudainement, elle ne se souvenait plus de son propre nom. Sarah a hoché la tête. J'ai déjà vu des cas comme celui-ci. Donnez-moi 48 heures. Je vais découvrir ce qui se passe avec les finances de votre mère. Ce soir-là, je me suis rendu à Maple Grove. Je ne leur ai pas dit que je venais. Quand je suis arrivé à la chambre de maman, elle était assise dans sa chaise habituelle près de la fenêtre, regardant le ciel s'assombrir. Ses cheveux gris étaient clairsemés maintenant, son visage plus marqué que dans mes souvenirs, mais quelque chose en elle semblait différent ce soir, moins droguée, plus présente. Maman, ai-je dit doucement, en approchant une chaise à côté d'elle. Elle s'est tournée lentement, ses yeux bruns familiers rencontrant les miens. Il y avait quelque chose en eux. De la reconnaissance, ou était-ce mon imagination? C'est moi, Douglas, ton fils. Elle a cligné des yeux, sa bouche remuant comme si elle voulait dire quelque chose, mais une infirmière est entrée pour vérifier ses constantes, et le moment s'est envolé. Je suis rentré chez moi sous la neige, l'esprit en ébullition. Que préparait Glenn? De fausses funérailles pour convaincre tout le monde que maman était morte? Et ensuite? Transférer tous ses actifs pendant que tout le monde la pensait partie? C'était de la folie. C'était aussi, je le réalisais, potentiellement brillant dans son audace. Sarah m'a appelé le lendemain matin. Douglas, vous devriez vous asseoir. Je me suis assis à la table de ma cuisine, le téléphone pressé contre l'oreille. Votre frère a été très occupé. Au cours des 8 derniers mois, il a transféré environ 280 000 $ des comptes de votre mère vers les siens. Il a vendu son chalet à Muskoka à une société à dénomination numérique, que je suis encore en train de tracer, mais je soupçonne qu'il est derrière tout ça. Il a également puisé dans ses cartes de crédit. Et Douglas, le médecin qui a diagnostiqué la démence de votre mère, le docteur James Whitmore, a fait ses études universitaires avec votre frère. Ils sont amis depuis 30 ans. Je me suis senti mal. Alors, la démence de maman pourrait être induite par des médicaments? Si on lui prescrit trop de sédatifs ou d'antipsychotiques, cela expliquerait le déclin cognitif soudain et le comportement absent. C'est une tentative de meurtre. C'est ce que nous devons prouver. Je suis en train d'obtenir des copies de ces dossiers médicaux, mais cela prend du temps. En attendant, je vous suggère de rendre visite à votre mère à nouveau, de tout documenter. Enregistrez les conversations avec votre frère si vous le pouvez. L'Ontario est une province où le consentement d'une seule partie suffit. Cet après-midi-là, j'étais de retour à Maple Grove. J'avais apporté mon téléphone, prêt à enregistrer tout ce qui serait suspect,
mais quand je suis arrivé à la chambre de maman, elle était vide. Une infirmière que je ne connaissais pas changeait les draps. « Où est ma mère ?» ai-je demandé, la panique montant en moi. « Oh, monsieur Harrison, votre frère l'a emmené faire une promenade en voiture. Il a dit qu'elle avait besoin d'un peu d'air. Mon sang n'a fait qu'un tour. » Quand ? Il y a environ 1 heure. J'ai couru vers le parking, mais la Mercedes noire de Glenn était déjà partie. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. J'ai appelé 5 fois. Rien. Finalement, 3 heures plus tard, ils sont revenus. Glenn a aidé maman à sortir de la voiture, la soutenant alors qu'elle traînait les pieds vers sa chambre. Elle avait l'air épuisée, confuse. Glenn m'a vu attendre dans le couloir. « Douglas » a-t-il dit, ne prenant même plus la peine de cacher son agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as dit que maman était morte hier. Pourtant, elle est là. » Il a eu l'audace de rire. « Oh, ça, oui. Désolé pour la confusion. J'avais l'intention de te rappeler. Fausse alerte. Maman a eu un mauvais épisode hier, et j'ai pensé, enfin, tu sais, ces choses arrivent avec la démence. Où l'as-tu emmenée aujourd'hui ? Juste faire un tour. Elle aime sortir. Vraiment ? Parce qu'elle a l'air de pouvoir à peine tenir debout. Lâche-moi, Douglas. Sa voix a baissé, devenant plus dure. Je suis son mandataire. C'est moi qui prends les décisions concernant ses soins, pas toi. Tu veux contester ça ? Prends un avocat. Il m'a bousculé, aidant maman à entrer dans sa chambre. Par l'entrebâillement de la porte, je l'ai regardé l'installer dans son fauteuil, lui parlant à voix basse de telle sorte que je ne pouvais pas entendre. Puis il est parti, sans même me regarder en s'éloignant. J'étais sur le point de partir quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô ? Silence. Puis un murmure, une voix de femme, faible et éraillée. Douglas. Oui ? Qui est-ce ? Douglas, c'est moi. La voix était si basse que j'ai dû presser le téléphone fort contre mon oreille. Qui ? C'est ta mère. Je me suis figé. Ce n'était pas possible. Maman était juste là dans sa chambre, et cet appel provenait, j'ai vérifié l'écran d'un numéro masqué. Douglas, écoute attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai besoin que tu viennes dans ma chambre ce soir. Tard, après 22 heures. Assure-toi que Glenn n'est pas là. Et Douglas, ne parle à personne de cet appel. La ligne a coupé. Je me suis tenu dans le parking, la neige tombant autour de moi, fixant mon téléphone comme s'il s'était transformé en un objet extraterrestre. C'était impossible. Maman n'aurait pas pu m'appeler. Elle pouvait à peine aligner 2 mots, et pourtant cette voix, bien que murmurée et forcée, ressemblait à la sienne, la vraie elle, la femme à l'esprit vif et clair que j'avais connue toute ma vie. J'ai attendu dans ma voiture jusqu'après 22 heures, surveillant la maison de retraite. La Mercedes de Glenn était partie depuis longtemps. L'équipe de nuit était en place, juste un effectif réduit. J'ai utilisé mon code pour entrer par la porte latérale et me suis dirigé vers la chambre de maman. Elle était assise dans son lit, les lumières tamisées. Quand je suis entré, elle s'est tournée vers moi, et dans la pénombre, j'ai vu ses yeux clairs, concentrés, totalement lucides. « Ferme la porte », a-t-elle dit d'une voix normale, et non pas le marmonnement confus que j'entendais depuis des mois, une voix normale et forte. J'ai fermé la porte, les mains tremblantes. « Maman, quoi ? Est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Assieds-toi, mon chéri. Nous devons parler, et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Je me suis assis, totalement stupéfait. Ma mère, que je pensais perdue dans le brouillard de la démence, m'a souri, a vraiment souri avec cette expression narquoise dont je me souvenais de mon enfance quand elle nous surprenait, Glenn et moi, en train de voler des biscuits avant le dîner. Je vais bien, Douglas. J'ai été bien tout ce temps. Mais la démence, le diagnostic, tu ne pouvais même pas me reconnaître. Parce que je faisais semblant. La pièce a semblé basculer. Faisait semblant ? Elle a tendu la main et a pris la mienne. Sa prise était ferme, assurée, rien à voir avec les mains faibles et tremblantes que j'avais tenues pendant des mois. Douglas, j'ai 85 ans. J'ai beaucoup réfléchi à la mortalité,
à ce qui arrive quand je serai parti, et j'ai réalisé que j'avais besoin de savoir quelque chose. J'avais besoin de savoir lequel de mes fils s'occuperait réellement de moi, pas pour mon argent, pas pour l'héritage, mais parce qu'il m'aimait. Alors, tu as simulé la démence pour nous tester? Quand Glenn a suggéré de devenir mon mandataire, j'ai vu une opportunité. J'ai accepté, mais j'ai aussi consulté mon propre avocat, quelqu'un que Glenn ne connaît pas. J'ai placé la plupart de mes actifs dans une fiducie irrévocable quelques semaines avant que Glenn n'obtienne la procuration. Les comptes auxquels il a accès? Je n'y ai laissé que de quoi voir ce qu'il ferait. Je ne pouvais pas assimiler cela. Maman, c'est... Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ses yeux se sont attristés. Parce que je devais vous tester tous les deux. Je devais voir qui me rendrait visite quand je ne pourrais rien donner en retour, qui me tiendrait la main même quand j'agirais comme si je ne connaissais pas son nom. Et Douglas, tu es venu 3 fois par semaine. Tu t'es assis avec moi. Tu m'as parlé, même quand je faisais comme si je n'avais aucune idée de qui tu étais. Des larmes coulaient sur mon visage. Mais bien sûr que je suis venu. Tu es ma mère. Je le sais maintenant. Mais Glenn, elle a secoué la tête. Glenn a échoué, Douglas, pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai tout documenté, chaque fois qu'il est venu pour me presser de signer des papiers, chaque fois qu'il s'est mis en colère quand je jouais la confusion, chaque fois qu'il a pris quelque chose dans cette pièce en pensant que je ne le remarquerais pas. J'ai tout enregistré. Les 280 000 $? Il les a pris sur les comptes que j'avais laissés accessibles. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe. Maman, il m'a dit que tu étais morte. Il prévoit des funérailles pour vendredi. Elle a hoché la tête. Je sais. Il me l'a dit aujourd'hui pendant notre promenade. Il a dit que j'allais avoir un accident, que je partirais paisiblement. Il voulait que j'accepte de signer des papiers d'abord, transférant tout, mais j'ai refusé, j'ai joué la confusion. Il manque de temps, et il le sait. C'est de la folie. C'est dangereux. Nous devons appeler la police immédiatement. Non, pas encore. Robert Chen, ton avocat? Il a aussi été mon avocat au cours du dernier mois. Nous avons un plan, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, Douglas. Peux-tu faire ça? J'ai serré sa main. Toujours. Au cours des 2 jours suivants, nous avons tout mis en place. Robert a fait intervenir la police, mais discrètement. Ils ont accepté de laisser le plan de maman se dérouler pour prendre Glenn sur le fait avec des preuves irréfutables. Nous avons installé des caméras cachées dans la chambre de maman, des petites choses de la taille d'un bouton. Nous nous sommes coordonnés avec le personnel de la maison de retraite, ceux en qui nous pouvions avoir confiance, et maman a continué sa comédie, jouant la patiente confuse et déclinante dès que Glenn était dans les parages. Glenn est venu 2 fois de plus, une fois pour apporter des papiers à maman pour qu'elle les signe, des documents de transfert pour sa maison. Maman a griffonné quelque chose d'illisible, a agi comme si elle ne comprenait pas. La frustration de Glenn était visible, à peine contenue. Signe clairement, maman, a-t-il dit les dents serrées. J'essaie de t'aider. La 2e fois, jeudi soir, il a apporté une seringue. J'ai regardé les séquences vidéo plus tard, et cela m'a rendu physiquement malade. Il a dit à maman que c'était son médicament, mais nous l'avons fait tester plus tard. C'était une dose massive de sédatif, assez pour endormir un cheval. Maman a fait semblant de le prendre mais a caché les pilules dans sa paume. Demain, a dit Glenn, en lui caressant les cheveux. Demain, tu seras enfin en paix, maman. Plus de souffrance. Vendredi matin est arrivé. Glenn avait réservé le salon funéraire de Thornhill. Il avait envoyé des avis, appelé les proches. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années m'ont appelé pour me présenter leurs condoléances. J'ai joué le jeu, j'ai dit, oui, les funérailles sont à 14 heures. Oui, c'était très soudain. Le salon funéraire était plein à craquer. Glenn avait mis le paquet, des fleurs partout, une grande photo de maman datant d'il y a 20 ans à l'avant de la pièce. Il avait même écrit une notice nécrologique pleine de langage fleuri sur la mère bien-aimée et après une longue maladie. J'étais assis au premier rang avec Emma, qui était arrivée par avion le matin même. Glenn était assis de l'autre côté de l'allée avec Patricia et leurs enfants. Son visage était composé, convenablement affligé. Patricia ne cessait de lui toucher le bras, de le réconforter. Ses enfants semblaient sincèrement tristes. Ils avaient aimé leur grand-mère.
À 14 heures précises, Glenn s'est levé pour prononcer l'éloge funèbre. Il s'est dirigé vers le podium, a ajusté le microphone et a commencé à parler. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la vie d'Hélène Margaret Harrison, née le 14 février 1939, décédée le 7 janvier 2025. Maman était une femme incroyable, une enseignante qui a façonné de jeunes esprits pendant 35 ans, une mère qui a toujours fait passer ses enfants en premier, et dans ces derniers mois, elle m'a fait confiance pour m'occuper d'elle. Elle savait que je protégerais ses intérêts, que je gérerais ses affaires et que je veillerais à son confort. Il s'est interrompu, sa voix se brisant sous une émotion que je savais maintenant être totalement fausse. Maman m'a toujours préféré, a-t-il poursuivi. Elle me l'a dit tant de fois. Elle savait que j'étais le responsable, celui qui s'occuperait de tout. Elle voulait que j'aie sa maison, son chalet, tout ce pourquoi elle avait travaillé parce qu'elle me faisait confiance pour l'utiliser judicieusement, pour prendre soin de la famille. Je me suis levé. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées. C'est intéressant, Glenn, ai-je dit d'une voix forte. Tu veux dire à tout le monde où se trouve réellement maman en ce moment? Un murmure de confusion a parcouru la salle. Le visage de Glenn est devenu livide. Douglas, assieds-toi. Ce n'est pas le moment. Où est le corps, Glenn? Où est le corps de maman? Elle est en train d'être incinérée. Nous en avons discuté. Vraiment? Parce que j'ai appelé le crématorium. Ils ne l'ont pas? Patricia a agrippé le bras de Glenn. Glenn, de quoi parle-t-il? Les portes au fond du salon funéraire se sont ouvertes. Chaque personne dans la pièce s'est retournée, et là, encadrée par la porte, se trouvait ma mère. Elle est entrée lentement, à l'aide d'un déambulateur, mais son dos était droit et son regard était vif. Derrière elle, 2 agents de police en uniforme suivaient. La pièce a explosé. Les gens se sont levés, stupéfaits. Quelqu'un a crié. La fille de Glenn a éclaté en sanglots. Maman a remonté l'allée. Quand elle est arrivée à la hauteur de Glenn, elle s'est arrêtée. « Bonjour, mon fils », a-t-elle dit clairement. « Je ne suis pas morte, mais ton héritage l'est. » La bouche de Glenn s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. « Maman, tu es confuse. Tu es malade. C'est une erreur. » Je ne suis pas confuse, Glenn. J'ai tout enregistré au cours des 8 derniers mois, chaque menace, chaque vol, chaque fois que tu as essayé de me forcer à signer des documents transférant mes actifs vers toi, chaque fois que tu m'as drogué pour me garder soumise. Elle s'est tournée vers la foule assemblée. Beaucoup d'entre eux pleuraient maintenant, certains de soulagement, d'autres sous le choc. Je suis désolé de vous avoir tous trompés, a dit maman, mais je devais connaître la vérité. Je devais voir ce que mon fils ferait quand il me penserait sans défense, et ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. L'un des agents s'est avancé. Glenn Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance envers une personne âgée, vol de plus de $5000, fraude et tentative de fraude successorale. Vous avez le droit de garder le silence. Glenn a essayé de s'enfuir. Il a réellement essayé de bousculer l'agent et de courir vers la porte, mais il n'a fait que 3 pas avant d'être plaqué au sol et menotté. Ses enfants sanglotaient. Patricia restait figée, son visage étant un masque d'horreur. Alors qu'ils emmenaient Glenn, il a crié à maman, « Je suis ton fils. Tu ne peux pas me faire ça. J'avais besoin de cet argent. » Maman l'a regardé partir, des larmes coulant sur son visage, mais sa voix était ferme quand elle a parlé. « Tu étais mon fils, mais tu as cessé d'être mon enfant au moment où tu as décidé que ma vie valait moins que mon compte en banque. » Les procédures judiciaires ont duré des mois. Glenn a d'abord essayé de contester les accusations, prétendant que maman était réellement incompétente et qu'il essayait seulement de l'aider, mais les preuves étaient accablantes, des séquences vidéo de lui essayant de la forcer à signer des documents, des enregistrements audio de ses menaces, des relevés bancaires montrant le vol, le témoignage du docteur Whitmore après avoir obtenu l'immunité sur la façon dont Glenn l'avait poussé à prescrire des médicaments inutiles. Finalement, Glenn a plaidé coupable. Il a été condamné à 5 ans de prison, a reçu l'ordre de rembourser les 280 000 d'amende. Il a perdu sa licence d'agent immobilier de façon permanente. Patricia a divorcé de lui, obtenant la garde exclusive des enfants. Ils étaient dévastés, mais Emma et moi avons essayé de rester présents dans leur vie, d'être la famille stable dont ils avaient besoin. Le docteur Whitmore a perdu sa licence médicale. Il avait sciemment prescrit des médicaments dangereux à une patiente âgée à la demande de son mandataire sans évaluation appropriée.
L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario n'a pas été clément. Quant à maman, elle a emménagé dans un petit appartement près de chez moi. Elle en avait fini avec la grande maison, fini avec l'entretien d'une propriété. Elle voulait être proche de la famille, d'Emma quand elle nous rendait visite, de moi. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine. Elle a recommencé à faire du bénévolat, cette fois dans un centre de prévention de la maltraitance envers les personnes âgées, partageant son histoire pour aider les autres à reconnaître les signes avant-coureurs. Nous avons créé le fonds Helen Harrison pour la protection des aînés avec une partie de l'argent que Glenn avait restitué. Il fournit une assistance juridique aux personnes âgées luttant contre les cas d'abus financiers et finance des programmes éducatifs sur les responsabilités des mandataires. Un soir, environ 1 an après que tout soit arrivé, maman et moi étions assis sur mon porche arrière à regarder une autre chute de neige à Toronto. Elle tenait une tasse de thé, enveloppée dans une couverture épaisse. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» ai-je demandé. « La façon dont tu nous attestais ?» Elle est restée silencieuse pendant un long moment. « Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que mon propre fils ait pu faire ce qu'il a fait, mais Douglas, je ne regrette pas d'avoir découvert la vérité. Je devais savoir qui m'aimerait quand je n'aurais plus rien à donner. Tu m'as donné tout ce qui comptait. J'ai dit, tu m'as appris l'intégrité. Tu m'as appris que faire ce qui est juste compte même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Elle a souri, tendant la main pour serrer la mienne. « Et c'est pour cela que tu as réussi le test, non pas parce que tu m'as rendu visite, bien que cela ait compté, mais parce que même quand tu pensais que je n'étais plus là, même quand tu pensais que tu n'obtiendrais rien, tu t'es battu pour ce qui était juste. Tu n'as pas laissé Glenn s'en sortir comme ça. Tu m'as protégé même quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. C'est ce que fait la famille. La vraie famille, oui, mais le sang ne fait pas de toi une famille, Douglas. C'est l'amour qui le fait. C'est le choix. C'est le fait d'être présent. Glenn était de mon sang, mais il a cessé d'être ma famille au moment où il a décidé que je n'étais qu'un actif à liquider. Nous sommes restés assis dans un silence confortable, regardant la neige s'accumuler sur la clôture, sur les arbres dénudés. À l'intérieur, je pouvais entendre mon téléphone vibrer, Emma, appelant probablement de Vancouver pour notre prise de nouvelles hebdomadaires, l'avocat de maman peut-être avec des mises à jour sur le fonds de bienfaisance. La vie qui continue. Maman m'a regardé, ses yeux toujours vifs et clairs. Tu sais ce qui est le plus triste ? Quoi ? Si Glenn avait simplement demandé, s'il avait été honnête au sujet de ses problèmes financiers, je l'aurais aidé, pas pour tout, pas pour encourager de mauvais choix, mais je l'aurais aidé. Au lieu de cela, il a choisi de voler. Il a choisi de me traiter comme si j'étais déjà morte, et ce choix lui a tout coûté. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je lui ai simplement tenu la main, cette femme remarquable qui m'avait appris plus sur la force et la dignité au cours de l'année écoulée que durant toutes les années précédentes. Elle avait survécu à la trahison de son propre fils, orchestré son propre sauvetage, et en était ressortie déterminée à aider les autres. C'est ça, la famille, la vraie. Ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question d'héritage. C'est une question de présence. C'est aimer quelqu'un même quand il ne peut rien vous donner en retour. C'est se battre pour ce qui est juste, même quand cela signifie s'opposer à son propre frère. Glenn a fait ses choix. Il a choisi la cupidité plutôt que l'amour. Il a choisi le vol plutôt que l'intégrité, et il en paie le prix, pas seulement avec du temps en prison, mais par la perte du respect de ses enfants, de sa femme, de sa carrière et de l'amour de sa mère. Quant à moi, j'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel héritage. J'ai obtenu plus d'années avec ma mère, de vraies années où nous pouvions parler, rire et guérir. J'ai obtenu la certitude que, mis à l'épreuve, j'ai fait ce qu'il fallait, et j'ai eu la chance de faire partie de quelque chose de plus grand, en aidant d'autres familles à éviter ce que nous avons traversé. Le sang n'excuse pas la trahison. La vraie famille protège les vulnérables, et parfois la chose la plus courageuse qu'une femme de 85 ans puisse faire est de faire semblant d'être impuissante juste pour découvrir qu'il aidera quand elle ne pourra pas s'aider elle-même. C'est ce que j'ai appris d'Helen Harrison, ma mère, mon héroïne, la femme qui m'a appris que la dignité compte plus que les dollars, et que le véritable amour se manifeste même quand il n'y a rien à gagner.